facho extrême droite, alors que je le répète, je n'ai jamais été de droite de ma vie. Donc c'est quand même une démocratie assez douteuse, dans laquelle un si faible nombre de voix, je rappelle que c'est quand même 20 000 voix, hein, 20 000 voix que ça s'est joué, ce oui à l'identité numérique, et bien tout ça mérite un recomptage. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien sur Kate TV. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Chloé Framery. Bonjour Chloé. Bonjour Kate, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est la première fois que je viens sur ta télé à toi. Merci, c'est vrai, c'est la première fois qu'on fait un entretien ensemble, donc Ouais. eh ben merci. Je suis très heureuse de t'accueillir en tout cas. Je rappelle rapidement que tu es mathématicienne de formation, tu es enseignante dans cette même matière en Suisse, journaliste citoyenne, et tu viens nous présenter ton livre qui s'intitule La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020. Ouais. Mais avant de commencer, chers spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, de mettre des pouces et surtout de commenter cette vidéo. C'est ce qui lui permettra d'être boosté. Alors, on va parler de ce livre parce que tu reviens sur tout ce qui s'est passé depuis 2020, mais pas seulement. En réalité, on en apprend beaucoup plus sur toi que ce que l'on pourrait penser, parce que dans la première partie de ce livre, tu te livres beaucoup sur ton enfance, sur ton parcours, ton cheminement aussi. Est-ce que tu as vécu cette écriture comme une espèce de thérapie? Parce que quelque Complètement. part, tu te mets à nu sur des sujets qui sont très personnels. Ouais, tout à fait, Kate. Oui, c'est thérapeutique en fait d'écrire un livre, je crois. Et puis de la façon dont je l'ai fait, effectivement, par moment, je me suis dit, est-ce que j'écris ça? Est-ce que je le publie? À la fin, je me suis même demandé, est-ce que je publie le livre? Parce que bon, Je comprends. je vais pas non plus dans des parties extravagantes ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je parle vraiment de mon intime euh, origine, émotion, Oui, tu parles de tes parents quand mes même, on en apprend. parents, de ma famille, Oui, du milieu duquel je suis issue, etc. Et j'avais besoin, c'est comme une sorte de purgatoire en fait, une sorte d'exorcisme dont j'avais besoin depuis longtemps, et ça m'a fait un bien fou finalement de poser ça quelque part dans quelque chose que je peux relire, dans quelque chose que je peux tenir dans les mains. C'est quelque chose qui existe, et ça me permet de libérer mon esprit aussi. Et ça permet aussi aux gens, c'est ça que je voulais, qu'ils se rendent compte que derrière les sourires, l'envie de faire la fête tout le temps et la convivialité que j'ai en moi en fait, hein, il y a toute une partie qui est beaucoup plus difficile, que je viens pas de d'un background qui a été facile pour moi, que j'ai pas eu tout sur un plateau, loin de là, et que cette quête de vérité, de justice, elle est forgée dans dans des vents contraires en fait, qui ont toujours été face à moi depuis ma petite enfance. Voilà, et que être heureux, être joyeux, c'est un choix. Ça n'est pas forcément quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose que moi j'ai choisi dans ma vie. C'était pas parti pour, mais c'est l'option que j'ai prise, et je trouve que c'est celle qui me permet de continuer à faire tout ce que je fais. Donc ça permet aussi aux autres personnes qui n'ont pas forcément eu la vie facile, de se dire que c'est pas une fatalité, que malgré ça, et même grâce à ça, et c'est pour ça que je remercie même des gens qui m'ont fait du mal dans ce livre, on arrive à se dépasser, à se connaître, à transcender en fait qui on est, et à trouver son vrai chemin. Je pense que moi j'ai trouvé, en tout cas, l'un de mes chemins, l'une de mes missions de vie, et ça fait du bien au corps, et ça fait du bien à l'âme. Donc pour moi, c'était quand même une étape indispensable de décrire ce parcours avant d'en venir euh, à mon militantisme que j'ai commencé en 2012. Ouais. Je pensais que c'était oui. important de poser les jalons pour qu'on comprenne mieux.
Oui, même si cette partie, elle est assez courte, hein. Moi, j'avais Ouais, envie quand même d'en apprendre un peu plus quand même sur toi. Mais on en apprend déjà beaucoup et ce qui nous permet finalement de comprendre qui tu es vraiment, d'où tu viens, pourquoi ce cheminement aussi et pourquoi cet engagement citoyen qui n'a pas commencé depuis la crise Covid finalement. Tu as toujours été très militante, à lutter contre l'injustice, même petite en réalité. ouais. Tu sais. Donc ce sont des valeurs en fait qui t'ont toujours animé, qui te caractérisent finalement, Chloé. C'est ça, ça m'a habité depuis le début en fait. J'ai jamais supporté l'injustice et le mensonge. Et, euh, et j'ai eu besoin, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passe dans le monde, d'agir, parce que c'était ça ou la dépression. J'avais besoin de mettre en action les choses, de pouvoir en parler, parce que sinon, moi, je suis une hypersensible, donc je sombre direct. J'ai vraiment besoin de me sentir dans l'action. Et ce Covid, bah, ça faisait déjà 8 ans que je militais depuis avant le Covid. Et ça a été une sorte de consécration de l'escroquerie mondiale, des manipulations par les médias, par les gouvernements, par les politiques, par tous les pouvoirs en fait. On voit le rôle aussi des banques, de la monnaie en fait. Ça c'est aussi un terrain, enfin un domaine qui m'a occupé l'esprit depuis 2014. J'ai voulu comprendre les mécanismes de création monétaire et comment les banques mènent le monde en fait. Et ce Covid a un peu fait rejoindre toutes ces notions. Ça a été un carrefour de toutes ces notions, de tous ces leviers de pouvoir qui se conjuguaient pour pour manipuler et pour nous injecter des substances non identifiées à des fins de traçage, parce que ça, on me l'a aussi beaucoup reproché. On s'est moqué de moi, les médias se sont moqués de moi Oui, on pendant va des en mois revenir, on va revenir dessus parce que tu par n'es pas rapport à tendre ça. justement avec tous ces journalistes Ouais, et on va évoquer. Mais est-ce que le fait d'avoir été fonctionnaire, parce que finalement ouais, tu as enseigné les mathématiques, je l'ai dit dans ta présentation, est-ce que le fait d'être dans les institutions, au cœur même de l'institution, c'est ce qui t'a permis de prendre conscience qu'il y avait un réel déséquilibre et qu'il y avait comme ça une espèce d'asservissement de la population à la fois vis-à-vis des élèves parce que tu tout à fait. racontes que tu as toujours voulu avoir une classe atypique enseignée à des élèves atypiques qui étaient censés être les moins bons, mais pour toi, c'était les plus intelligents. C'est Tu vois, ça. déjà là, il y a quelque chose là. C'est vrai. Je l'ai toujours dit à ces Hum. élèves qui se sentaient nuls parce qu'ils étaient dans la catégorie des nuls, entre guillemets. En Suisse, on a plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux au collège, enfin au cycle d'orientation. C'est l'équivalent du collège en France, de 12 à 15 ans. Il y a 3 niveaux et le dernier, enfin le niveau le moins exigeant, selon ce qu'on nous dit dans les manuels scolaires, c'est celui des CT, donc communication et technologie. Et ces élèves se sentent un peu les rebuts de la société, alors que c'est tout le contraire. Et ça, c'est ce que j'ai vu. C'est pas du fantasme, c'est pas de l'idéalisation. C'est ce que j'ai vu sur le terrain. C'est des élèves qui sont libres, qui sont non formatables, et donc qui n'apprennent pas avec les codes imposés par le système. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont les plus intéressants, parce qu'ils ne sont pas les petits moutons que l'école essaye de former ou de formater pour qu'ensuite ils deviennent des esclaves qui seront les bons citoyens de demain entre guillemets. Donc voilà, j'ai toujours essayé de voir derrière les façades, derrière les vitrines et derrière les étiquettes. Et dans mon enseignement, c'est vrai que j'ai vu se mettre en place. Enfin, j'ai vu un petit peu comment les hiérarchies fonctionnaient entre les directeurs, qui sont devenus de plus en plus des managers. On avait un super directeur, celui qui m'a embauché, Jean-Michel Bugnon, que je salue, qui est parti en 2015 parce qu'il y avait des restrictions budgétaires et que plus on attendait, plus la retraite s'annonçait misérable pour les gens qui étaient en âge de la prendre. Et donc en 2015, il a été forcé de la prendre et il a été remplacé par quelqu'un qui n'était même pas directeur de cycle et qui s'est comporté comme un petit chef, de la Gestapo. Il m'a manipulé, il a fait semblant d'être mon allié et finalement il m'a vendu à la Stasi, quoi. C'est des parallèles peut-être maladroits, mais en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné après coup.
Et c'est à lui, entre autres, que je dois mon licenciement, grâce à des notes de service qu'il avait mises dans le dossier sans m'en informer au préalable, après des entretiens qui étaient censés être là pour me soutenir lors des harcèlements que j'ai vécus en 2015-2016, qui sont retrouvés ensuite dans mon dossier d'enquête administrative et de licenciement. Donc voilà, c'est vrai que j'ai appris dans ce milieu-là, y compris avec les syndicats dont j'ai fait partie, que toutes ces instances qui sont censées être des contre-pouvoirs sont en fait des complices du pouvoir, et que tout est bien verrouillé pour que les gens ne soient pas libres, pour que les fonctionnaires, que les employés, que les humains, que les élèves suivent bien le script qui a été écrit pour eux à leur place et sans les consulter. Il y a tellement de choses que je pourrais dire sur l'école, notamment que les profs sont menacés dès qu'ils remettent en cause la vaccination, par exemple. C'est même pas le fait de la contredire, mais de la remettre en cause. Moi, pour moi, l'un des critères qui a mené à mon licenciement, c'était le fait que j'avais rappelé la loi dans un de mes cours durant une vaccination, parce que les vaccinations à l'école ont lieu pendant les cours. Donc pas dans la classe, mais pendant le cours, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de garçons qui va à l'infirmerie se faire vacciner, puis c'est le groupe de filles pendant mon heure de maths. Et là, je rappelais à mes élèves que la vaccination n'était pas obligatoire en Suisse. Il n'y avait aucune obligation vaccinale en Suisse. Et ça a été l'un des motifs de licenciement. Donc c'est vraiment, il y a le dogme climatiste aussi, il faut absolument adhérer au réchauffement climatique. Il y a des manifestations qui étaient organisées en 2019, je me souviens, auxquelles étaient conviés les élèves. Ils recevaient des lettres pour les informer que s'ils voulaient participer aux manifestations, ils seraient excusés, qu'ils étaient encouragés à y participer. A contrario, lors des manifestations de la fonction publique depuis 2012 jusqu'à 2016, en tout cas, les élèves étaient réprimandés s'ils avaient l'outrecuidance d'y participer, et même on les menaçait de sanctions sur leurs notes, etc. Donc c'était pas du tout, on a vu un deux poids deux mesures et un traitement à deux vitesses qui n'ont rien à voir entre la cause climatiste et la cause de la fonction publique et du fonctionnement de l'école. Dans un des cas, les élèves étaient poussés à y aller, dans l'autre, ils étaient sanctionnés s'ils y participaient. Donc c'est vrai que ce que tu amènes comme point, Kate, est très très pertinent, je pense. À partir du fonctionnement de l'institution, de l'école publique, j'ai commencé à entrevoir le fonctionnement douteux de ces institutions qui sont payées avec les impôts avec nos impôts, hein, de tous les contribuables, je le rappelle. Et puis finalement, on s'aperçoit, la Suisse, elle est effectivement au cœur de ce livre, et on s'aperçoit finalement que ce tout petit pays qui se veut comme étant géopolitiquement neutre, eh bien ne l'est pas forcément, et tu le démontres dans ton livre, que finalement la Suisse, elle est bel et bien au cœur, en plein cœur stratégique de cette gouvernance mondiale. Et toi, ta première vidéo qui t'a mis comme ça sur le devant de la scène, et je m'en souviendrai parce que je l'avais vue, et je crois qu'on est des millions en fait à l'avoir vu cette vidéo. On ne savait pas qui tu étais, et cette vidéo où tu es devant un bâtiment et tu te filmes et tu expliques et tu nous montres les logos. Et oui, elle a dû faire le tour de la planète, ça j'en suis certaine, parce que je me souviens très très bien. Ouais, tu te souviens, c'était... Ah oui, je me souviens. C'était devant le bâtiment en fait qui héberge Gavi, l'alliance vaccinale créée par Bill Gates. Ça s'appelle le campus de la santé. C'est ce qu'ils disent. Et dedans, on a Unitaid, donc la centrale mondiale d'achat de médicaments. On a le Fonds mondial, Global Fund, pour la tuberculose, le paludisme et le sida. On a Gavi et on a FIND aussi, qui est l'organisation mondiale des diagnostics. Figure-toi, qui a été aussi financé par Gates. Et quand j'ai découvert que ce bâtiment-là, qui était une espèce d'horrible monstre qui avait été construit en 2018, d'ailleurs je ne savais pas à quoi il servait ce bâtiment, parce que c'était pas clairement indiqué dessus. Il faut vraiment s'approcher de très près pour voir les logos. Je me disais mais il y a quoi là-dedans? Et quand j'ai compris que c'était Gavi qui était là-dedans, je me suis dit tiens, je vais en parler vraiment en montrant le bâtiment. Je trouve que
on se rend beaucoup plus compte des choses quand on les voit de façon tangible. Et il se trouvait que justement ma ville, mon canton, Genève, héberge l'OMS, dont on a bien vu le rôle prépondérant pendant les années Covid, et puis aussi le Forum économique mondial, entre autres, Bien et sûr. puis l'ONU, et puis aussi l'OMM, Organisation mondiale de la météorologie, qui s'occupe du réchauffement climatique avec le GIEC, c'est la maison mère du GIEC. Et en fait, ça m'a permis d'aller voir de près toutes ces organisations dont on connaissait peu le rôle, finalement, avant le Covid. Je trouve, moi, j'accordais pas énormément d'importance à toutes ces organisations internationales. Le CERN aussi, qui est à Genève et où ont travaillé mes parents pendant toute leur vie. Donc oui, j'ai eu envie de le partager, mais sans vraiment me dire ça va être révolutionnaire, quoi. J'avais pas du tout l'impression de découvrir la poudre ou de montrer comment fonctionnait. Enfin, j'avais pas réalisé vraiment l'importance de ce que j'exposais dans cette vidéo-là, dont tu parles, du 13 avril 2020. Et j'en ai profité pour parler aussi de la Fondation Rockefeller, qui finance ID 2020, qui est un consortium d'identité numérique qui est aussi en partenariat avec Gavi. Donc, comme il y avait la Fondation Rockefeller dans l'aventure, dans l'histoire d'ID 2020 avec Gavi, j'ai parlé de l'identification numérique dans les vaccins, qui fait partie d'ailleurs du livre, j'en parle. Ça a été un projet qui a été mis en place, par exemple, au Bangladesh. Il y a eu des essais qui ont été faits dans ce sens-là. Après, voilà, les médias m'ont dépeinte comme une folle, comme une complotiste. Enfin, vous savez la suite. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, je parlais du rôle des Rockefeller, je parlais de Gavi, je parlais de ID 2020, je parlais des lois suisses, et je parlais surtout du rôle de la Suisse justement dans toute cette escroquerie mondiale, cette mascarade mondiale. Et d'ailleurs, j'avais appelé cette vidéo Covid-19 la Suisse au cœur des décisions mondiales. Et c'est de là que vient le titre du livre. Voilà. C'est vraiment la Suisse au cœur. C'est inspiré de cette vidéo-là. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu fais cette vidéo, est-ce que tu sais exactement dans quoi tu mets les pieds? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un peu de l'inconscience alors. Complètement. Moi, disons que j'ai toujours fait les choses sans réfléchir avant. En général, je fais et après je réfléchis. Et là, ça a pas loupé. Mais je pensais pas atteindre du monde, en fait. Je voulais juste faire une sorte d'archive vidéo avec les images du bâtiment. Mais j'avais pas l'intention que ça fasse le tour de la francophonie. Non, pas du tout. Je voulais faire un peu un rappel pour moi aussi. Moi, j'aime bien me faire des archives pour pouvoir y revenir plus tard, pour avoir une sorte de repère. Mais à ce moment-là, j'avais fermé mon compte Facebook parce que j'étais déjà sous enquête. Enfin, c'était pas une enquête encore, mais c'était un entretien de service qui avait été déclenché par la vidéo que j'avais faite avec Dieudonné sur la création monétaire en mai 2019. Donc j'avais pas de Facebook, j'avais 215 abonnés sur YouTube. Tu vois, j'avais pas l'intention de faire beaucoup de buzz avec des vidéos. J'étais extrêmement surprise du bruit qu'elle a fait en fait. C'est d'ailleurs, je salue Rafi Deschamps, qui est un ami militant que je connais depuis 2016-2017, qui l'a mis sur son Facebook, et c'est là qu'elle a décollé, quoi. Et encore aujourd'hui, je suis surprise qu'elle ait pris autant d'ampleur, parce que j'avais l'impression de rappeler des choses, somme toute assez connues, mais finalement non. Apparemment, tout le monde ne savait pas tout ça. Mais une chose en entraîne une autre, et donc tu as rencontré énormément de monde. C'est vrai que même si pendant cette période on a voulu nous isoler, nous confiner, finalement ça a été aussi la période propice à toutes ces rencontres, et des collaborations sont nées. Est-ce que tu as reçu des menaces à titre personnel? Alors, au-delà du harcèlement, parce qu'on va y venir, mais est-ce que tu as reçu des menaces? Parce que tu t'attaques quand même à des sujets très brûlants. Oui, il y a eu plusieurs choses. Avant le Covid, en 2017, ça faisait déjà quelques années que je militais, notamment pour dénoncer la pédocriminalité de réseau aussi. Et j'avais un ami qui s'appelait Pierre Vaudot, qui a été ciblé, qui a eu une attaque cardiaque le 15 décembre 2017. Et j'avais
avec Gérard Scheller, fait une pétition, relayé une pétition, enfin fait et relayé une pétition pour avoir une enquête sur sa mort. Et je l'avais envoyé à tous mes contacts. Et en retour de cette pétition, j'avais reçu un mail qui était comme si, enfin, l'expéditeur était mon adresse mail. Donc c'était un mail avec mon adresse mail en expéditeur et en destinataire mon adresse mail. Donc très bizarre. Et dedans, il y avait des smileys. Et dans les smileys, il y avait des pistolets, il y avait un smiley qui a peur, il y avait des cartables, il y avait une quinzaine de smileys. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu peur. Parce que j'ai jamais su d'où c'était venu et à quoi ça servait. C'était une sorte de mail de menace. Et puis, j'ai mis ça de côté, j'ai continué à avancer. Et puis en 2021, en 2020, j'ai eu beaucoup d'attaques médiatiques, beaucoup de trolls qui m'ont écrit, qui m'ont menacé, qui m'ont insulté, qui se sont moqués de moi, etc. J'ai même quelqu'un qui s'est proposé pour être mon garde du corps, mais franchement, il n'a jamais joué le rôle de garde du corps, donc j'ai de sérieux doutes quant aux motivations de ce garçon. Je l'ai assez vite laissé tomber et j'ai continué ma route toute seule. Et en 2021, il y a un mot qui est apparu sur la porte de Gérard Scheller, avec qui je militais depuis déjà 8-9 ans, sur lequel on pouvait lire Chloé, on t'a trouvé, avec des majuscules. Alors je sais pas d'où ça vient. Il a gardé le mot. Donc c'était aussi censé me faire peur, j'imagine. Et récemment, j'ai quelqu'un sur VK qui m'a dit qu'il faisait des cauchemars et qu'il me voyait morte et qu'en général, quand il voyait les gens morts, c'est qu'il allait leur arriver malheur. Donc voilà où j'en suis. Je ne suis pas suicidaire, je préfère le dire. J'adore la vie, j'ai aucune raison de mettre fin à mes jours. Donc on continue à avancer, mais ouais, il y a eu 2-3 petites choses comme ça. Ça te fait peur tout ça? Oui, au moment où ça se produit, j'ai peur et puis après je pense à autre chose. Ouais, ça t'empêche pas d'avancer. Non. Non. Alors ce livre, je l'ai dit, ça a été des rencontres aussi. Enfin, c'est ce que tu racontes. Cette période a été le fruit de beaucoup de rencontres. C'est aussi le moment aussi où tu règles un peu tes comptes aussi. Tu vois, il y a des règlements de comptes. Alors oui. Tu serais surprise, mais beaucoup moins que ce qui a eu lieu dans la réalité. Non, je règle pas vraiment mes comptes. Si je réglais mes comptes, là, ça ferait mal. Disons, j'arrive à rebondir, à me reconstruire assez facilement. Donc c'est cette stratégie, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais c'est cette attitude que j'ai, plutôt que de me méfier en amont, je fais le point après et je suis souvent trahie puisque je fais confiance a priori. Donc la majorité des gens n'étant pas forcément des gens vertueux, intègres, courageux et sincères, forcément là il y a des déconfitures, mais en même temps je regrette pas. Moi, ça permet de faire des choses, d'apprendre. J'apprends tout le temps. Et finalement, même les gens qui m'ont trahi, j'ai pas forcément de rancœur envers elles. J'ai pas forcément de haine. Je préfère juste m'en éloigner, leur dire ce qui s'est passé, enfin ce que j'ai ressenti. Après, je passe à autre chose. Je suis pas quelqu'un qui rumine, par exemple. Et puis même si on m'a trahi, je peux pardonner, je peux revenir. Il y a rien de définitif avec moi. On peut toujours s'excuser, on peut toujours reparler. Je peux tout à fait comprendre qu'à des moments dans la vie, on n'est pas bien et on fait des choses qu'on n'a pas l'intention de faire ou on dit des choses qu'on n'a pas l'intention de dire sur le coup de la colère, de la projection, de la blessure. Tu sais, on porte tous nos valises, on a tous des blessures, on fait tous des projections sur autrui. Donc je lancerai pas la première pierre, mais simplement j'ai exposé certaines choses qui sont pas très graves en fait. Hein. J'ai pas, je veux dire, j'ai vécu des choses quand même assez sévères, assez graves, mais dont j'ai pas parlé dans le livre. Là, j'ai gardé juste les choses les plus acceptables, on va dire. Et encore une fois, il y a rien de définitif, notamment avec Louis Fouché, avec Dieudonné, avec Francis Lalanne. Mais je vous laisserai découvrir. Enfin, je sais pas si tu veux qu'on développe. J'allais te poser la question forcément sur Dieudonné, hein, parce que Dieudonné, quand même, il t'a valu les foudres de ton administration, quand même. Alors, tu parles beaucoup de cette vidéo avec ton gilet jaune, ananas, là, mais il y a eu aussi la fameuse vidéo où vous faites tous les deux, en fait, une interview vérité, où tu lui poses toutes les questions.
Et tu dis, tu vas répondre à toutes les questions sans langue de bois, parce que moi je me souviens très bien de celle-ci. Et est-ce que le fait d'en parler, finalement, c'est un peu lui tendre la main, parce que tu dis que t'aimes pardonner, que t'as pas d'amertume et tout. Est-ce que c'est Oui. ça, c'est ce geste-là c'est pour ça que t'en parles de cette histoire? Oui, oui, tout à fait. Moi, en fait, quand j'ai rencontré Diodo en 2018, j'ai eu envie de le réhabiliter. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux comme, comme volonté, mais je me suis dit, je vais réussir à le réhabiliter dans ce monde de fous qui le diffame depuis 20 ans. Je vais y arriver. Moi, j'ai toujours l'impression que je vais réussir à déplacer des montagnes. Donc, c'est pour ça que j'y vais, en fait. Et, et je pense que j'ai un petit peu contribué quand même parce que je l'ai présenté à Francis Lalanne qui au début le vomissait. Première fois que j'ai rencontré Francis, le 31 août 2019 à la chaîne humaine pour soutenir les Gilets jaunes victimes des violences policières qu'on avait organisé à Genève devant l'ONU. J'ai rencontré Francis et il m'avait fait le reproche, il m'avait dit t'es quelqu'un de très bien mais il y a juste un truc qui va pas du tout. C'est ta proximité, c'est ta vidéo avec Diodo. Et c'est là que je lui ai dit, mais attends, tu le connais pas, ça vaudrait la peine que tu te fasses son avis en dehors de ce qu'en disent les médias. Et je lui avais proposé qu'on organise une rencontre à trois pour qu'il se fasse son avis, en fait. Et il m'avait confié plus tard que il avait un a priori hyper négatif sur Diodo, mais que le fait que j'en parle en ces termes, ça l'avait fait fléchir dans sa tête. Il s'était dit tiens, cette fille, elle a pas l'air méchante, elle est en tout cas pas antisémite, ni haineuse, ni raciste, ni quoi que ce soit. Donc comment ça se fait qu'une fille comme ça parle en bien de Diodo? Ça m'intéresse, ça m'intrigue, et je vais aller voir, rencontrer cet homme. Et donc c'est grâce à moi qu'ils se sont parlé, qu'ils sont devenus amis, proches en tout cas. Et, euh, et les deux m'ont laissé tomber entre guillemets une fois qu'ils ont Diodo, une fois que j'ai été virée, je lui ai annoncé au bal des Quenelles 2022 le 24 juin que j'étais virée. J'ai plus jamais eu de réponse de sa part, alors que j'avais tout fait pour le réhabiliter. J'avais même été témoin dans un des procès à Genève pour le soutenir et pour dire la vérité, ce que j'avais vu dans son spectacle. On a la CICAD. La CICAD, c'est l'organisme sioniste, l'antenne de la LICRA en Suisse, qui l'a attaqué en Suisse et qui m'a attaqué et qui est à la source de mon licenciement. Donc, ayant le même ennemi, entre guillemets, il y a de la solidarité, forcément. Et surtout que c'était basé sur tellement d'injustices, autant dans mon cas que dans son cas. Je supporte pas le mensonge, donc je voulais au moins rétablir les faits, notamment de ces allégations d'antisémitisme dont il fait l'objet et qui sont complètement fallacieuses. Et je décris bien dans le livre ce qui s'est passé en fait. Et je vous laisserai peut-être le lire, mais en gros, il voulait faire un livre sur le code noir, donc le code de l'esclavage, et puis il a demandé des subventions qui lui ont été refusées par le CNC, le Centre national cinématographique en France. Et en fait, il a remarqué que les documentaires qui étaient financés, c'était des documentaires sur la Shoah, mais pas sur l'esclavage. Et c'est pour ça qu'il a commencé à se moquer du sionisme et de la Shoah. Ouais, mais il nous l'avait déjà expliqué parce qu'on avait fait avec Marcel des émissions. On avait réuni Dieudonné et Soral. Alors peut-être qu'un jour je te réunirai avec Dieudonné. Tu vois, Diodo, si tu nous écoutes, hein, l'invitation est lancée. Ah ouais, il nous avait expliqué effectivement. On était revenu sur cette période de sa volonté d'avoir un financement pour un film. Et oui. C'était en quelle année? Les émissions? Ouais, ces émissions dont tu parles. Les émissions, c'était, si je te dis pas de bêtises, on les a tournées en 2024, mais on a tout a été supprimé par YouTube, hein, tu comprends? Bien sûr, ah bah oui, bien sûr. Il y a 3 épisodes et tout a été supprimé. C'était en , en fait, à chacun. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. On était revenus chronologiquement sur chaque point de leur carrière et on avait abordé effectivement ce gros point du CNC. Et tu vois, depuis 2018, moi, je voulais vraiment que le monde le sache et c'est ça qui m'a poussé à collaborer avec lui et à faire la deuxième interview aussi. Ça faisait longtemps que je lui disais, Diodo, il faut qu'on parle de toutes les tâches d'ombre qui sont mises sur toi et tout ce qu'on te reproche. Donc, j'ai envie que tu puisses répondre. Il m'avait dit oui. Puis finalement, on l'a faite en mai 2021, cette vidéo, vous pouvez retrouver. Parce que encore une fois, moi, c'est l'injustice. Mais peu importe la vertu des gens, s'ils sont traités injustement, si des mensonges sont dits sur leur compte, ça m'insupporte.
quel que soit ce qu'ils m'ont fait, quel que soit notre rapport, quel que soit, voilà, c'est indépendant de ça. Moi, je supporte pas les mensonges. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a quand même réveillé les consciences depuis bien longtemps, à ses risques et périls. Et qui nous a fait rire, et qui est considéré encore par les artistes qui n'osent pas le défendre publiquement. Bravo, le courage des artistes, hein. Mais qui le défendent en coulisses et qui adorent son jeu et tout ce qu'il fait, mais qui n'osent pas l'assumer face caméra. Donc voilà, je voulais vraiment rendre hommage, et surtout rétablir les faits, ce qui m'a coûté mon poste, mais je le regrette pas parce que tant que je suis alignée avec mes valeurs, ça va, quoi. Mais oui, tout ça, j'en parle dans ce livre et ça fait vraiment du bien. Alors on a parlé de Dieudonné qui est censuré. Qu'est-ce que ça fait toi quand tu lis dans des articles de presse ou que tu entends à la radio qu'on te traite, et ben c'est ce que tu mets en 4e de couverture, hein, qu'on te traite de complotiste, d'extrême droite, d'antivax, alors sulfureuse, controversée, égérie genevoise des coronasceptiques. Tu as eu le droit à tous les qualificatifs. Ah non, mais je crois que j'ai eu tout. Là, il y a qu'un échantillon. Ben, ça m'a, je dirais pas anéanti parce que je suis toujours vivante, mais si tu veux, ça a été horrible. Ça a été des électrochocs pendant 4 ans de calomnie, 2020, 2021, 2022, 2023 notamment, parce que je me suis présentée au Parlement suisse. Alors là, je peux te dire que ça a plu dans tous les sens, hein. J'ai été caricaturée, avec des dessins, avec des moqueries dans tous les sens. Vigous notamment, qui est un peu le mélange entre le Canard enchaîné et Charlie Hebdo en Suisse. Dans les médias nationaux, sans jamais m'autoriser le moindre droit de réponse. J'ai été même interpellée pour pour être filmée dans le cadre d'une émission qui s'est appelée après Fake News, une pandémie de mensonges. Et je m'étais entretenue avec les deux producteurs, réalisateurs de cette émission, qui avaient conclu à la fin que j'étais très intelligente, que je voulais leur faire signer la déclaration de non-diffamation que j'ai faite à l'égard des journalistes qui me traînaient dans la boue depuis quelques années. Et je leur ai posé plein de questions sur le contenu de l'émission. Et puis ils m'avaient dit, oui, on aura un expert des fake news. Et je dis, ah, et vous aurez un expert de la corruption d'État? Puis là, ils m'ont regardé, non. Je leur ai dit, bah, faudrait équilibrer les débats pour avoir l'arbitre d'un côté, puis l'arbitre de l'autre côté. Je leur ai dit, je peux vous proposer Philippe Pasco, si vous voulez. Puis ils m'ont dit, oui, mais lui, il est français, alors ça va pas. Bref, à la fin, ils ont dit, oui, j'étais trop intelligente pour eux, entre guillemets. Voilà. Non, ils m'ont salement amoché. Là, il y a eu un reportage de ID News de 8 épisodes et 5 bonus, même un livre sur moi qui m'insulte de long en large, en travers. Mais ça, c'est parce que quelqu'un t'a infiltré. Alors cette histoire, elle est. Non, c'est pas parce que quelqu'un m'a infiltré que j'ai été diffamée. C'est parce que j'ai. Non, mais la série, je parle de la série, la petite série de ID News. Oui, mais je veux dire, c'est un gars qui est venu me parler parce que le rédac chef Serge Michel avait repéré que j'avais une certaine parole qui dérange à Genève et il a choisi de me dézinguer en fait, médiatiquement, pour aider le DIP à me virer, parce que ça a été vraiment un soutien très très efficace du département d'instruction publique pour me faire perdre mon boulot. Et il a infiltré l'un de ses journalistes qui s'est fait passer pour un déçu des mainstream, pour un journaliste indépendant, qui est venu me voir et j'ai pas été assez prudente. Je l'ai présenté à l'équipe d'Agora TV. Donc, il est devenu vidéaste pour Agora TV. Il a passé tout son temps avec Agora TV, pas avec moi. Mais malgré tout, c'est moi l'héroïne de leur saga de diffamation. Jean-Dominique Michel n'a pas été ciblé, par exemple, dans ce reportage de 66 pages. Ni ciblé, ni cité, ni montré en photo, alors qu'il était dans notre comité de référendum contre l'application de traçage SwissCovid, par exemple. Mais moi, alors j'étais la plus ciblée. François de Sibontal aussi en a eu pour son grade. Vraiment, voilà, paix à son âme. Il y a laissé la vie l'année dernière. Un grand militant aussi épris de justice et de vérité et de liberté. Voilà, donc non, c'est dur. Plus ciblé parce que t'es une femme ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Alors peut-être que oui, mais ça c'est de la spéculation.
c'est possible que le fait qu'ils n'arrivent pas à me dézinguer sur des affaires de déviance sexuelle, parce que c'est souvent ce qu'ils font avec les hommes, hein, ils leur trouvent des nanas dans le placard pour les discréditer, hein, des affaires de viol pour Tariq Ramadan ou pour d'autres choses, hein, mais toujours avec l'aspect sexuel. Avec moi, c'est pas possible. Avec une femme, c'est pas possible. En plus, une mathématicienne qui a l'équivalent de 3 masters, une licence dans l'hôtellerie-restauration, qui a eu j'ai été quand même chef du personnel, j'étais responsable d'un café-restaurant, j'ai été prof de maths pendant 16 ans, j'ai été coprésidente du groupe de mathématiques pour le canton de Genève. Je veux dire, j'ai quand même une crédibilité qu'il est difficile de casser comme ça. Donc, il fallait me cibler de façon répétée, je suppose, pour me faire perdre cette crédibilité. Donc, je pense que c'est ça qui a valu cet acharnement hyper intense sur moi. Donc quelque part, le fait que je sois une femme, en plus blonde, donc ça sort, on sort complètement de l'image de la délinquante, de la droguée ou de l'alcoolique, parce que je bois pas vraiment, j'ai jamais fumé de ma vie, je me suis jamais droguée. Donc c'est difficile de m'attaquer sous un autre angle. Donc il fallait mettre le paquet sur le ridicule de ce que j'avançais, soi-disant, et sur le scénario qui a été fabriqué de toutes pièces sur ma personne, de ces gens qui n'ont jamais cité mon travail, qui n'ont jamais cité les sources, parce que je suis quelqu'un qui met mes sources à chaque fois que j'expose quelque chose, et qui m'ont fait passer pour une facho, facho extrême droite, alors que je le répète, je n'ai jamais été de droite de ma vie, et encore moins d'extrême droite comme ils le disent, pour autant qu'on sache ce que ça veut dire. Donc il fallait vraiment construire une personne qui n'est pas moi. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de me traiter de raciste, mais ça a pas du tout réussi, parce que Serge Michel a pointé un commentaire sur Facebook qu'il pensait être raciste, que j'aurais liké. Or, ce commentaire dénonçait la façon biaisée qu'avaient les journalistes de traiter la cause musulmane. Donc, Serge Michel avait manifestement pas lu le commentaire et s'est pris les pieds dans le tapis en me traitant de raciste, ce qui a été repris par Reporters sans frontières, qui m'a traité de raciste à son tour, sur la base d'un tweet qui est contraire, pointe du doigt le racisme des journalistes. Donc c'est vraiment un sac de nœuds. Ils ont tout essayé, mais ça n'a pas marché comme ils l'aimeraient. Ça a quand même réussi à me discréditer aux yeux de la population des électeurs de Genève et des gens qui ne me connaissent pas. Donc ça m'a valu quelques pas insultes, mais en tout cas invectives, et surtout sur les réseaux, et surtout les trolls qui m'attaquent régulièrement dans mon canal Telegram ou sous toutes les vidéos où j'apparais, y compris sur les lieux ou sur les plateformes où mon livre est vendu, comme Amazon, la Fnac et tout. Enfin bref. Là, il y a beaucoup à en dire, mais les attaques médiatiques, ouais, c'est quelque chose que j'avais pas encore expérimenté à ce point, et là, j'avoue que j'en ai goûté. Hein. Et puis alors, faut être fort, hein, faut être solide. Hein. Quand vous êtes dépeinte comme quelqu'un que vous n'êtes pas du tout, ben, je pense à Christine de Viejoncourt, qui a aussi été traitée de tous les noms. Je pense à Dieudo, je pense à, même Soral, qui a vécu et qui le vit toujours, des insultes au quotidien, quand ça déborde encore, après ça déborde sur le judiciaire. J'ai été aussi attaquée pour un enregistrement de 5 minutes, ridicule, qui ne dénonce personne, qui ne porte préjudice à personne, mais pour autant, j'ai été attaquée et j'ai été condamnée pour un enregistrement avec ma conseillère du chômage en 2022, dans lequel elle disait qu'elle avait peur du Covid, elle avait peur, donc il fallait se mettre à 2 mètres. Mais ce qui est intéressant dans cet enregistrement, c'est que elle était surprise que quelqu'un comme moi soit viré de l'enseignement public. Donc elle commençait à découvrir un petit peu le monde avec ce que je lui expliquais de mon parcours, et je voulais le mettre en avant pour montrer l'absurde de mon licenciement. Mais ça m'a valu des articles dans le journal qui disaient Chloé Framery condamnée, Chloé Framery devant le juge, Chloé Framery condamnée, délinquante, etc. Ouais, non, c'est horrible. Hein. Je souhaite ça à personne, mais je pense que c'est le passage obligatoire quand on va pas dans le sens de la doxa, quoi. Quel regard tu portes justement sur le journalisme avec le recul aujourd'hui?
Alors, le journalisme lequel, j'ai envie de dire? Le journalisme subventionné ou le journalisme indépendant? Parce que pour moi, ce sont deux métiers qui n'ont rien à voir. Dans le premier cas, ce sont des porte-paroles d'une pensée, d'une doctrine ou des directives de ceux qui financent le média dans lequel les dits journalistes œuvrent. Et le deuxième est un journalisme réel, selon moi, que j'ai découvert en l'exerçant comme toi depuis le Covid. Finalement, je me suis transformée en journaliste citoyenne, comme tu le dis très bien, journaliste indépendante sans aucun financement. Et je pense que c'est le seul journalisme qui mérite le nom de journalisme, puisqu'il ne rend compte à personne, qu'il n'a pas de fil à la patte, qu'il n'est pas sponsorisé et qu'il n'a pas de censure à effectuer, d'autocensure ou de censure tout court, sur des sujets, sur des angles qui dérangent les financeurs, que ce soit Big Pharma, donc les labos pharmaceutiques, des banques ou des milliardaires, ou l'État, parce que n'oublions pas l'État qui finance nos médias publics. Chez nous, on a également une redevance télé obligatoire, même si on n'a pas de télé à la maison, avec un organisme privé d'ailleurs qui prélève chaque année 335 francs suisses depuis quelques années à tous les citoyens suisses, qu'ils aient des télés ou pas. Voilà, donc le journalisme, le seul qui soit du vrai journalisme, du journalisme intègre, sincère, objectif en tout cas, et puis pluriel, c'est le journalisme indépendant, le journalisme bénévole, le journalisme qui ne vit pas de ses sponsors. Alors évidemment, c'est plus artisanal, on a moins de moyens, on a moins d'employés ou de personnes à même de construire des jolis emballages, des jolis On est produits. bien souvent seul, hein. Tu es On est gentil, bien on est bien souvent souvent seul. seul. On sait de quoi tu sais et je sais de quoi tu parles. Mais ça nous apprend à être polyvalent. Donc, comme dans tout, il y a du positif. Moi, ça m'a appris à être monteuse, sous-titreuse, traductrice, spécialiste réseaux sociaux, experte dans les miniatures, les vignettes qu'on met dans ces petites vidéos, synthétiseuse de textes, chercheuse. Euh, encyclopédiste, enfin je sais pas si ça existe ce mot, mais Documentaliste, je sais pas. documentaliste, ouais, archiviste. Non, moi ça m'a développé toute une palette de métiers que je n'avais pas, que je ne connaissais pas, et que j'ai appris sur le tas, et je suis très contente de ça. Mais effectivement, les journées ne faisant que 24 heures pour tout le monde, on n'arrive pas à faire autant, aussi vite que les journalistes subventionnés qui ont toute une équipe à leur disposition. Bien sûr. Et avec la sortie de ton livre, est-ce que tu as vu des articles de presse qui ont paru comme ça Oui. en Suisse? Est-ce qu'on parle encore de toi? Alors malheureusement oui, enfin oui, malheureusement ou heureusement, je sais plus qui disait que quel que soit l'angle, l'essentiel est qu'on parle de toi. J'ai eu des articles pour dézinguer mon livre, ou plutôt pour dire du mal des séances de dédicaces dans lesquelles j'ai présenté mon livre, notamment au restaurant Tavolone lors de la première dédicace à Genève. C'était quoi le 30 avril 2025 cette année. Mhm. J'ai dédicacé mon livre dans un des restaurants résistants que je connaissais, dont le patron était courageux, l'un des rares restaurateurs courageux. Ils existent, hein, mais il y en a peu. Et c'est lui qui m'avait proposé de faire mes dédicaces dans son resto. Il n'a pas fléchi, donc bravo à lui. Mais des tracts ont été distribués dans ce restaurant durant les semaines précédant la dédicace pour dire de boycotter, de faire et de m'empêcher de faire cette dédicace. Il y a même un fuck framerie qui a été tagué devant le restaurant, qui est encore là peut-être, pour lequel les flics, les policiers n'ont pas daigné ni l'enlever, ni dénoncer cette insulte, hein, quand même. C'est du vandalisme doublé d'une insulte publique, quand même, hein, fuck framerie. Mais par contre, la Tribune de Genève a fait un article sur
cette attaque, sur cette opération de diffamation contre ma personne et contre le livre. Il y a eu un autre article. Tout est sur mon site, hein, chloéframery.ch à l'onglet médias. Il y a eu un autre article assez dégueulasse, mais je sais plus exactement. Faudrait que je regarde. Mais par contre, j'ai eu quand même des articles positifs, notamment à la Neuville où j'ai fait une dédicace il y a pas si longtemps, et dans un journal suisse-allemand aussi. J'ai eu 3-4 articles sur mon livre qui sont plutôt positifs. Je dirais que dans l'ensemble, il y a eu plus d'articles positifs que négatifs. Mais il y a eu des tentatives de m'empêcher de dédicacer mon livre. Notamment à la Neuville, je crois que la police est venue voir le magasin, le propriétaire du magasin dans lequel je faisais mes dédicaces, pour lui imposer un service de sécurité, comme s'il y allait avoir des troubles à l'ordre public, alors que tout s'est superbement bien passé. Donc c'est assez troublant, toute cette mise en scène de forces de police pour faire croire à un événement dangereux ou à une personnalité dangereuse. Enfin, il y a vraiment toute c'est comme un script, c'est comme un scénario de film en fait. Hein. Ils construisent complètement une espèce de personnage. Pour les gens qui me connaissent pas, ça fait peur. Hein. Quelque part, ça te fait de la bonne publicité. Hein. J'ai envie de te dire, nous, j'ai participé avec mes confrères au premier congrès des médias indépendants. C'était le 8 novembre à Vierzon. Oui. Cet événement nous a été annulé par le président de la communauté de communes parce que un élu de Vierzon nous a dénoncé en étant des complotistes, qu'on était d'extrême droite, qu'on était des antiféministes, qu'on était des homophobes. Donc on a eu plein, nous aussi, d'articles, tu sais, dans tous les journaux du Berry. Et au bout du compte, on a changé de salle parce que ça intervenait quelques jours avant, tu vois, cette interdiction. On a changé de salle. Tu vois, dans la foulée, et on a eu presque 300 personnes qui sont venues, on a fait salle comble, tout le monde s'est déplacé, et tout le monde a pu voir, en plus ça a été retransmis en direct, tout le monde a pu voir qu'on n'était pas d'extrême droite et des antiféministes, tu vois. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile de coller des étiquettes, mais en même temps, ça nous fait une très bonne publicité, j'ai envie de te dire, voilà. C'est vrai, j'ai entendu cette histoire à Vierzon. J'aurais bien voulu y participer d'ailleurs, mais j'étais pas disponible. Mais effectivement, ils ont tout fermé. C'est ce qui se passe aussi avec Diodo. Ils ferment les salles, ils empêchent les salles avec des arrêtés préfectoraux. Et en fait, ça fait l'effet contraire. Ça fait venir des gens. Moi, chaque fois qu'on a censuré mes événements, notamment une conférence en Corse que j'avais faite en 2022 ou 23, je sais plus. Ça fait venir plus de monde en fait, ça fait connaître l'événement. Et tout à l'heure, je te disais, il y avait un article d'ailleurs que j'avais oublié, mais c'était un article concernant la Poste suisse, vous savez, à Genève, les bureaux de poste qui voulaient, enfin, le patron de la Poste qui m'avait dit qu'il exposerait mon livre pour le vendre dans les bureaux de poste, enfin dans les D'accord, parce que c'est possible, les d'accord. antennes, parce qu'il y a 36 bureaux de poste dans le canton de Genève. Et d'ailleurs, si vous y allez, vous verrez, il y a des livres en exposition. Et donc, le patron était tout content de m'annoncer qu'il serait ravi de présenter mon livre aux clients de la Poste genevoise parce que il avait trouvé injuste le traitement qui avait été déployé contre moi, ce que j'avais vécu. Et il voulait m'acheter mon livre et moi je lui ai offert mon livre, je lui ai dédicacé mon livre et quelques jours plus tard, il s'est fait appeler par le bureau de poste central de Berne qui lui a dit alors vous cautionnez le livre de Chloé Framery et il a plus su quoi dire et il a dit Joker et il m'a appelé pour dire qu'il annulait la présentation du livre et je sais que les journaux en ont fait leur chou gras aussi sur cette censure, sur cette annulation d'engagement qui avait été pris. Mais effectivement, ça a fait connaître le livre. Ça, c'est vrai que je leur dois quand même ça. Ça a fait de la pub au livre, donc qu'il continue quelque part. C'est vrai que c'est pas évident de se faire insulter, mais ça permet aux gens de se faire leur propre avis, comme tu l'as très bien dit avec l'événement de Vierzon. Une fois que les gens se déplacent et vont voir de quoi ils retournent, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur elle? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur cet événement? Est-ce que ces gens sont vraiment des fachos, antisémites, homophobes, je sais pas quoi, d'extrême droite? Et quand ils nous rencontrent, quand ils voient ce qui se passe vraiment, ben ils se rendent compte que tout ça c'est du bullshit, tout ça c'est du mensonge. Donc ça permet aussi aux gens de se réveiller.
Alors voilà, c'est ça quand on est en première ligne et quand on ose dire des choses avant les autres, je dirais, et Est-ce que s'exposer. c'est ce qui te motive encore à aller plus loin? Parce que finalement, bon, on a parlé de la crise Covid, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu que le début finalement du combat. Là, la Suisse, vous avez dû répondre, les habitants, les citoyens, vous avez dû répondre à un référendum là il y a quelques semaines. Parce que Ouais, c'était le 28 septembre, je crois. Vous exact. avez dû vous prononcez oui ou non en faveur ou non de l'EID, l'identité numérique, eh bien c'est le oui qui l'a emporté de très très peu, mais c'est quand même le oui qui l'a emporté à 50,4%, c'est ça? Ouais, 50,39%, donc 50,4%. Ouais, ouais. Ouais, bah alors ça Euh, fait partie des illustrations de la fraude électorale, la fraude aux votations. Il y a au moins 8 objets sur lesquels ben c'est pas net. Il y a une irrégularité manifeste. J'en ai parlé dans différentes vidéos. Un écart aussi faible qui passe du non au oui en combien 30 minutes, 30-40 minutes, avec un canton qui fait toute la différence, Zurich. Avant Zurich, c'était le non qui l'emportait pour cette identité numérique. Après Zurich, c'est le oui à un cheveu. On a notamment deux sources officielles qui disent l'exact contraire, à savoir Genève a voté oui à l'identité numérique à 55%, et en même temps on nous dit Genève a voté non à l'identité numérique à 55% dans le télétexte, pendant qu'officiellement on nous dit qu'il a voté oui. On a un taux de participation qui baisse avec le temps. Je rappelle qu'un taux de participation, c'est le nombre de personnes qui ont effectivement voté divisé par le nombre total de personnes habilitées à voter. C'est censé être quelque chose qui est de plus en plus grand et non pas de plus en plus petit. Ça ne peut pas diminuer avec le temps. On a les Suisses de l'étranger qui ont voté massivement oui à l'identité numérique, soi-disant, alors que les Suisses du même canton ici, sur place en Suisse, ont voté non. Donc on a des différences et des incohérences qui font réellement se poser la question de la régularité de ce vote. Et d'ailleurs, il y a un recours qui est au tribunal fédéral actuellement contre cette votation et qui est toujours en cours aujourd'hui parce que Swisscom, l'entreprise publique de télécommunications, a donné 30 000 francs au camp du oui pour l'identité numérique, ce qui est totalement illégal, évidemment, puisque l'État ne peut pas financer l'un des deux camps. Euh, Autrement dit, il prend parti avec nos impôts pour l'une des deux décisions. Je rappelle que dans le livret de vote, d'ailleurs je l'ai toujours ici, euh, ça c'est celui donc du 28 septembre, le Conseil fédéral donne son avis, ce qui est une aberration totale. C'est comme si le gouvernement nous dit quoi voter, hein, une c'est exactement consigne, c'est ça. comme une consigne de vote, c'est ça? Consigne de vote, exactement. Alors, on a aussi tous les partis qui donnent leur avis. Il n'y a pas que le Conseil fédéral, mais je dirais que le Conseil fédéral le donne dans celui-là de livret, alors que les autres avis sont donnés dans un petit livret plus, plus, plus modeste qui est cantonal, celui-là. Donc, je dirais que le poids le poids de l'avis du gouvernement est beaucoup plus important. Cet avis est aussi véhiculé par des vidéos de propagande qui est sur le site du gouvernement en nous disant ce qu'il faut voter. Donc c'est quand même une démocratie assez douteuse dans laquelle un si faible nombre de voix, je rappelle que c'est quand même 20 000 voix, 20 000 voix que ça s'est joué, ce oui à l'identité numérique, eh bien tout ça mérite un recomptage. On peut rappeler qu'en 2021, vous aviez déjà été sollicité sur cette même question et vous aviez Exact. rejeté, les Suisses avaient rejeté le projet, en tout cas, d'identité numérique. Exactement. L'identité numérique avait été rejetée à 64,4% le 7 mars 2021, mais quand un objet n'est pas adopté conformément à ce que souhaite le gouvernement, eh bien, il est remis au vote chez nous dans notre belle démocratie. Ça a été la même chose pour les impôts, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les entreprises, dans les années 2015, 2016, 2017. Ça a changé de nom et puis on a été sollicité pour voter. Et finalement, la population suisse a dit oui après avoir dit non une première fois. Vous voyez, c'est
ce système démocratique, pseudo-démocratique, semi-direct, nous dit-on, a ses limites. Et sachez par exemple que pour ce genre d'objet, donc l'identité numérique ou la loi Covid-19 ou la loi antiterroriste qui nous désigne plus ou moins tous les dissidents, tous les opposants au régime comme des terroristes, eh bien sont d'abord adoptés par le gouvernement et l'Assemblée fédérale, donc le Parlement, mais pas du tout par le peuple. Et pour pouvoir avoir son mot à dire sur ces lois liberticides, il faut mettre en place un référendum, c'est-à-dire rassembler plus de 50 000 signatures valides en 100 jours, donc 3 mois, pour avoir une chance de pouvoir se prononcer, de pouvoir voter sur ces objets si importants, si essentiels. Alors j'ai fait plusieurs conférences sur la démocratie suisse pour en expliquer les limites pour nos amis francophones qui croient que la Suisse est un Eldorado démocratique. Mais effectivement, j'en parle aussi dans le livre de tout ça. Oui, parce que tu racontes aussi ton expérience avec la politique un peu, hein, même si tu t'es présenté sans étiquette, mais t'as bien vu à la fois la corruption, l'esprit mafieux, les coups bas. Enfin, ça a été la censure, la diffamation qui a redoublé, les affichages avortés sur les tramways. C'est fou cette histoire, elle est avec ces textes de colle non conformes, c'est quand même le pompon, ça. On nous a dit OK, et juste le jour où ça devait passer, où les affichages devaient être affichés, donc c'était 3 jours avant l'élection en novembre 2023, pas d'affichage sur le tram. Donc j'appelle les transports publics genevois. Je rappelle que c'est quand même une entreprise publique, en tout cas subventionnée par l'État avec nos impôts. Et on nous dit ah mais désolé, la colle des affichages n'était pas conforme, donc on n'a pas pu les coller. Donc on a été récupérer nos affichages qui n'ont même pas été déballés. Et quand on voit la colle en question, c'est comme du post-it. Je sais pas si tu vois ce que c'est la colle de post-it. C'est vraiment rien du tout. Hein. C'est pas du tout. C'est vraiment un filet de colle. Oui. C'est une homéopathie de colle, hein, je dirais. Attendez, je vais vous montrer. Et j'ai justement des post-it. Vous voyez, c'est ça la colle non conforme, tu vois. Donc c'était bon, voilà. Tout ça, c'était du même acabit durant tout le long. Il y a eu des affiches de campagne qui n'ont pas été collées ou alors collées à la dernière minute. J'ai été convoquée au tribunal 2 fois pendant la campagne. Il y a eu des stands déplacés. Il y a eu des débats auxquels j'étais pas conviée, même pas citée. Donc les gens savaient pas que j'étais candidate. Non, c'est une caméra cachée grandeur nature. Hein. C'est un truc à vivre une fois dans une vie. Hein. Donc là, tout ça, j'en parle dans le livre, mais je garde quand même le ton de l'humour parce que je trouve qu'il faut en rire. C'est plus facile à supporter toute cette corruption, toute cette sélection, parce que moi j'appelle ça la sélection politique, hein, parce que la sélection elle est faite en amont. Et d'ailleurs, il y a l'un des articles de la Tribune qui parle on était 6 candidats au Sénat suisse en fait, au Conseil des États suisses. Et nous on était 2 à être cachés, donc dans la liste Liberté, Peuple d'abord. Bon, en fait, le nom de ma liste c'était Liberté. Et puis, quand on s'est présenté au Conseil des États, qui est l'équivalent du Sénat suisse, on s'est fusionné avec la liste Le Peuple d'abord. Donc, ça a donné Liberté, Peuple d'abord. Et on était 2 femmes dans ce groupe. Et on a été complètement écartés du débat de la télévision nationale, de la RTS, le 2 novembre. Qui a donné suite à une plainte qu'on a gagnée d'ailleurs et sur laquelle les médias ne se sont pas du tout étalés, hein, bizarrement. Tout le reste est bon pour nous diffamer, mais ça, quand on est à une victoire, évidemment, personne n'en parle. Et donc, on a été complètement ghostés, effacés. Donc, ils ont présenté, l'article de la Tribune disait les 4 candidats principaux seront ceux que vous devrez sélectionner ou seront ceux sur lesquels le peuple seront ceux que le peuple pourra sélectionner. Donc les mots ne sont pas de moi. La sélection politique est un terme affiché, employé par les journalistes, les fameux journalistes de la première catégorie dont on a parlé juste avant, ceux qui sont subventionnés. Non, c'est une sélection. Il n'y a rien de démocratique dans tout ça. Et alors, selon toi, justement, puisqu'il n'y a rien de démocratique, puisque c'est une sélection, quels sont nos portes de sortie, en tout cas?
qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, comment on peut militer aussi, peut-être comment on peut devenir citoyen engagé. Je ne sais pas, je pose la question. Je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'écoute mon intuition, mon cœur, et je fais tout ce que je sais faire, c'est-à-dire vulgariser les informations dont j'ai connaissance, les rendre accessibles, que ça soit par des publications sur les réseaux sociaux, par des vidéos, par des communications directes. Hein. Moi, je pense que le dialogue direct est le plus efficace pour faire comprendre aux autres les choses. Par l'exemple aussi, lorsqu'il s'agit de mettre des masques dans les magasins, moi j'avais une dispense et je ne le mettais pas, y compris dans les trains. Et je pense que l'exemple est le meilleur moyen d'apprendre et le meilleur moyen de militer, c'est d'incarner les concepts qu'on défend. D'incarner la droiture, d'incarner la vérité, d'incarner la sincérité, d'incarner le courage aussi, parce qu'on attend du courage de nos représentants et de ceux qui dirigent. Eh bien, soyons courageux, nous aussi, tout le monde. Sans croire au sauveur. Moi, c'est vraiment ça. Je ne crois pas à quelqu'un qui va m'aider à sortir du guêpier dans lequel je suis. J'y vais. Et c'est la meilleure manière de pas être déçu, c'est de faire les choses. Et puis de ne s'en prendre qu'à soi-même si ça marche pas. Mais au moins, on fait notre part. Et quelle que soit l'issue, je dirais, si on est en accord avec soi-même, bah, c'est l'essentiel. Je trouve que l'un des moyens de militer et de pouvoir durer, c'est de garder la joie, de garder l'humour, de voir ce qui va bien, de savoir apprécier les petits bonheurs, de savoir apprécier les gens qui sont autour de nous, les rassemblements, les afters après les manifs. Moi, c'était les meilleurs moments. Et de faire des choses qui nous font du bien et de ne pas broyer du noir, se morfondre, rester dans une colère sourde, en vouloir à la terre entière, accuser les autres de nos propres manquements, failles, lâchetés ou erreurs. Rester humble et voilà, agir en fonction de qui on est. Moi, j'ai pas, si tu veux, un objectif de résultat. J'ai un objectif de moyen, mais pas de résultat, pas de victoire forcément immédiate et définitive, parce que je sais que c'est un combat qui est ultra long. Moi, ça fait que 13 ans que je suis là-dedans et je vois que ça avance, mais petit pas par petit pas. Ce qu'on dénonçait il y a 5 ans commence juste maintenant à devenir une vérité dans la tête des gens qui sont pas des militants. Donc je me dis, tu vois, la pédocriminalité, c'est aussi une réalité qui commence à être comprise par les militants. Alors pas encore par la population générale, mais tout prend du temps. Et les choses importantes prennent du temps. Ne soyons pas trop impatients et faisons de notre mieux. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais, tout en passant de bons moments avec nos proches, tout en se faisant plaisir. Faut vraiment pas. Moi, je crois pas au sacrifice. Je crois pas à la souffrance pour le bien d'autrui. Je pense que en étant bien soi-même, on inspire les autres qui feront de même et qui pourront tenir longtemps. Et plus, je dirais, on inspire les autres et plus les gens auront envie de comprendre pourquoi on est bien, pourquoi on est heureux, pourquoi on est en bonne santé et qui vont peut-être s'intéresser à ce qui nous distingue de ceux qui se soumettent. Et peut-être que ça donnera envie de faire pareil. Moi, je pense beaucoup à ça, à l'exemple, en fait. C'est comme ça que je milite, en tout cas. Merci Chloé pour ces belles paroles que je rejoins et auxquelles j'adhère pleinement parce que je suis convaincue qu'effectivement ce qu'on est en train de faire là, chacun à notre échelle, et bien ce n'est pas vain, c'est vraiment quelque chose. On est en train de planter des petites graines et tout le travail et toutes ces vidéos, tous ces entretiens qu'on réalise aujourd'hui, resteront pour la postérité et ça c'est important. Et garder le sourire, garde ton sourire, Chloé. Effectivement, c'est ça, c'est montrer qu'on peut être en joie, même dans un travail qui est quand même très prenant, qui est fatigant aussi, parce que on peut le rappeler, Chloé, on n'a pas d'heure de travail. Nos journées ne font pas 7 heures. T'as connu ça, toi, en étant fonctionnaire, mais c'est fini maintenant aujourd'hui. On n'a pas de week-end. Ce week-end, on s'est retrouvés. Le week-end dernier, on s'est retrouvés samedi.
C'est vrai. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de jour off, il n'y a pas d'heure non plus. Et en même temps, je pense qu'il faut se ménager des moments off quand même. Je te dis ça, mais j'arrive pas à le faire. Hein. Donc c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Euh, mais en même temps, ça nous donne une liberté. Tu vois, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on aménage notre temps de travail Bien sûr. sans patron. Surtout. Sans patron, sans directive. Mm. Alors certes, il y a pas le salaire qui tombe à la fin du mois, mais au moins on est libre de notre propre bateau. Mais en effet, il n'y a pas d'horaire. Mais quand on est passionné, Kate, il n'y a pas d'horaire pour la passion. Bien Quand on sûr. fait quelque chose qui nous plaît, on peut le faire de façon longue, intense, sur des moments totalement improbables. Et moi, je dis souvent que ma liberté n'est pas à vendre aussi, tu sais. Exactement. Donc, c'est non négociable. C'est ça, c'est ça. Eh ben, Ouais. merci beaucoup, Chloé. Je rappelle le titre de ton livre, La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020. Et il y a la clé Disponible USB aussi. en version audio, c'est ça? C'est ça, pour la version audio, avec deux sorties, la sortie ordinateur et la sortie téléphone. Qu'on peut retrouver sur ton site internet. Exactement, lassuisseaucoeur.ch pour commander le livre. C'est ma voix, il n'y a pas d'IA, c'est du 100% fait maison. C'est moi qui ai fait le montage, c'est moi qui ai fait la clé, c'est moi, je l'ai pas fabriqué, mais je l'ai personnalisé. Et tout ça, c'est fait avec amour. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Chloé. Merci à tous les spectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on se retrouve à très vite pour un nouvel entretien. À bientôt, Chloé. À bientôt, Kate. Merci à toi.